Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 27 février 2023. Terminons ce mois de février avec beaucoup d'événements très troublants dans l'actualité nationale et régionale. Et justement, je voulais vous inviter à une réflexion. À une réflexion sur un échec retentissant, juste à côté de nous, chez nos voisins tunisiens. Notre voisin de l'Est, qui en 2011 fournissait ou l'a exporté carrément vers tous les pays arabes et africains des espoirs de démocratie, de changement, de liesse populaire, de bonne gouvernance. Rappelez-vous, après le printemps arabe en Tunisie 2011-2012, tous les rêves étaient permis. Les opposants étaient libérés, les exilés sont revenus en Tunisie, il y avait une vitalité démocratique, un processus de transition, des débats d'idées. La Tunisie était devenue un laboratoire d'expérimentation démocratique où on nous avait promis que la démocratie était possible, que la bonne gouvernance, que le progrès social, que l'état de droit, que la justice et la justice sociale étaient possibles dans le monde arabe et musulman. On avait espéré, on avait rêvé. Et les Tunisiennes et les Tunisiens bombaient le torse et commençaient à snober les autres pays, les autres élites des pays arabes, en prétendant qu'eux, ils ont réussi ce qu'aucun autre pays arabe ou musulman n'a réussi. 10 ans après, regardez ce que la Tunisie est devenue aujourd'hui. Dictature, dérive autoritaire, des libertés fondamentales des droits de l'homme violées, plus un État raciste, un pays raciste au plus haut sommet. La Tunisie est devenue l'un des États les plus racistes du monde avec les dernières sorties publiques et les dernières mesures demandées par le président tunisien Kais Saïd qui est parti trop loin, qui a choqué la communauté internationale. Alors, le bilan de la Tunisie aujourd'hui. Et j'aimerais bien qu'ensuite, nous les Algériennes et les Algériens, on réfléchisse. En quoi l'échec de la démocratique, politique et économique de la Tunisie qu'est-ce qu'il peut nous apprendre, nous, les Algériennes et les Algériens. C'est très important. La Tunisie est effectivement un laboratoire, mais un laboratoire d'échecs, mais c'est un laboratoire de réussite. Il n'y a aucune réussite en Tunisie. Tunisie, ils ont fait du marketing. Après 2011, ils ont fait du marketing. Nous sommes un pays ouvert, nous sommes un pays droit de la femme. On a utilisé la femme tunisienne comme un paravent, comme un slogan publicitaire. C'est le pays où la femme elle est libre, c'est le pays où la démocratie est possible, où un dictateur a été chassé pacifiquement, où il n'y a, il y a pas eu beaucoup de morts, où l'armée ne se mêle pas du pouvoir. Regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui la Tunisie. Attention, dans la géopolitique, dans les relations internationales, comme dans la vie tout court, il faut se méfier des slogans publicitaires et des propagandes médiatiques. Il faut toujours chercher qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Moi, je n'ai jamais cru au modèle tunisien. Dès 2011, 2012, je n'ai jamais cru au modèle tunisien parce que je savais qu'il y avait qu'une règle fondamentale n'a jamais été respectée en Tunisie. Pas de progrès économique, il n'y aura jamais de progrès démocratique. La démocratie, la stabilité politique, la préservation des libertés publiques fondamentales et des droits de l'homme sont liés intrinsèquement au progrès économique et à la prospérité du pays. On ne peut pas faire une démocratie dans des pays pauvres, on ne peut pas respecter les droits de l'homme ni les libertés fondamentales et publiques dans des pays pauvres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là où il n'y a pas de progrès économique, là où il n'y a pas de croissance économique, il ne pourra jamais avoir de démocratie, ou là de culture de droits de l'homme, ou là des autorités respectueuses des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que la pauvreté, les crises sociales, etc., nourrissent les frustrations, nourrissent la haine et nourrissent aussi les autoritarismes. Tu ne peux pas avoir des contre-pouvoirs tant que tu n'as pas un pays où il y a une classe moyenne forte, où il n'y a pas une bourgeoisie intellectuelle forte, où il n'y a pas une classe de travailleurs forte, puissante, avec des droits sociaux acquis et préservés. Tout cela nécessite une richesse, nécessite des créations de richesses. Où je fous l'histoire de l'humanité. Les grandes démocraties, tous des pays riches et prospères. À l'exception de l'Inde, qui est une puissance économique, mais qui a, vu sa taille, vu sa population énorme, plus de 1 milliard d'êtres humains, n'a pas encore atteint le niveau de vie ou les normes occidentales, comme la Chine, où elle n'a pas atteint un niveau de vie, où elle a une qualité de vie impressionnante. Mais elle est en train d'y arriver. Même l'Inde, ce n'est pas réellement une démocratie. Ils ont une culture démocratique, ils ont un fonctionnement démocratique de l'État, mais dans plusieurs régions en Inde, c'est un pays très compliqué où l'autoritarisme, le régionalisme, la culture des castes, etc., empêchent l'Inde réellement d'être qualifiée de démocratie. Et je fais mon blé. La Tunisie, je vous dis que je vous ça la semaine dernière, mardi dernier.
Oui, le président tunisien, lors d'un conseil de sécurité, il utilise les migrants subsahariens comme une menace contre l'intégrité territoriale et la sécurité nationale de la Tunisie. Le président tunisien Kais Saïd a fait pire qu'Éric Zemmour, a fait pire que Marine Le Pen, ou là son père Jean-Marie Le Pen. Il a traité les migrants subsahariens comme une menace potentielle. C'est même une horde de migrants clandestins qui orchestrent une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, afin que la Tunisie soit considérée comme un pays africain et seulement, et estomper son caractère arabo-musulman. Il a demandé à l'armée, il a demandé au gouvernement, il a demandé à toutes les autorités tunisiennes d'agir en urgence contre toutes les violences, et les crimes et les actes inacceptables commis par des migrants subsahariens. Il a transformé les migrants subsahariens en danger majeur. On dirait Hitler quand il parle des juifs. Un racisme affiché. Alors que selon les statistiques officielles de la Tunisie, il n'y a que 21 000 migrants subsahariens en Tunisie, y compris les étudiants, y compris les clandestins. C'est un petit pays. Ça n'a rien à voir avec les... En Algérie, on parle entre 200 et 300 000 migrants. Et au Maroc, on parle de la même chose, entre 200 000 et 300 000 migrants subsahariens. 21 000 vont menacer plus de 10 millions de Tunisiens. La Tunisie, c'est presque 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants. Je vous le bel, il se prend maintenant comme un Hitler. La communauté internationale a été choquée. C'est la première fois qu'un État arabe, africain, qui plus est, parce que l'Union, soi-disant, la Tunisie fait partie de l'Union africaine, adopte un discours raciste et fasciste qui accuse des migrants de vouloir transformer la composition démographique de la Tunisie pour que la Tunisie ne soit plus un pays arabo-musulman, mais un pays seulement africain. Et les migrants subsahariens veulent noircir, entre guillemets, la Tunisie et faire d'elle un pays noir, entre guillemets, et pas un pays arabe et musulman. Catastrophique, un langage. Il y a eu des manifestations en Tunisie, il y a eu le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui a condamné, qui a dénoncé, qui a condamné fermement de les déclarations choquantes faites par les autorités tunisiennes contre des compatriotes africains qui vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de notre organisation et de nos principes fondateurs. L'Union africaine a condamné, bien sûr l'Algérie n'a pas réagi parce que le racisme en Algérie, et même en Algérie, ils n'ont pas fait ça, où le racisme anti-subsaharien, anti-noir, il est puissant, mais même les autorités algériennes n'ont pas fait un conseil de sécurité nationale pour demander l'expulsion, la surveillance, la répression, ou la fin de l'immigration des subsahariens en Algérie. La Tunisie. La Tunisie a basculé dans une folie plus meurtrière et plus dangereuse et plus inquiétante et plus affolante que celle du régime algérien. Bien sûr, ce qui se passe en Tunisie est la conséquence d'une série d'événements. Les discours officiels fascistes et racistes du président tunisien, on n'oubliera pas naturellement les atteintes aux droits de l'homme, les journalistes qui ont été arrêtés récemment, les opposants qui sont arrêtés systématiquement. On va aller regarder le nombre de journalistes qui a été arrêté, le nombre de médias qui a été harcelé, les opposants politiques, comment ils sont traités et maltraités, les paysans, les détenus politiques maintenant en Tunisie, c'est une nouvelle classe qui est en train d'émerger, c'est une nouvelle catégorie au sein de la population que Kais Saïd a imposée depuis juillet 2020, depuis le coup d'État anticonstitutionnel, depuis qu'il a pris les pleins pouvoirs. يا جماعة قيس سعيد لا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي ولا un dictateur absolutiste. Il veut reproduire une Algérie. La Tunisie est devenue une Algérie bis, sauf sans pétrole, sans gaz, sans aucune richesse au niveau de son sous-sol. En ayant des frontières avec la Libye, en étant coincé entre l'Algérie et la Libye, et avec un président qui n'a plus aucune légitimité, et dans un pays qui en 2011-2012 a lutté, s'est battu, avait promis au monde d'accoucher de la meilleure expérience, de la meilleure révolution démocratique. Quel échec! Quel échec! Cet échec s'explique par quoi? Je pense que nous, les Algériens et les Algériens, on devrait lancer un débat pour apprendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Tunisie? La réussite d'une révolution ne dépend pas de son discours politique, ni d'un processus de transition, ni de l'élection d'un président ou d'une présidente. La réussite d'une révolution dépend des résultats auxquels elle aboutit. Les résultats d'une révolution, s'il n'y a pas de progrès économique, s'il n'y a pas de prospérité, s'il n'y a pas de progrès social, s'il n'y a pas une stabilité économique, aucun pays au monde ne pourra abriter la démocratie ou les droits de l'homme.
Les Tunisiens, je vous en 2011, plus de chômage, moins de touristes, moins d'investisseurs étrangers. Le pays quasiment endetté est en faillite, plus de 40 milliards de dollars de dette depuis 2022. En 2023, la Tunisie s'attend, elle risque d'être endettée à hauteur de plus de 50 milliards de dollars, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'elle produit comme richesse nationale. La richesse nationale de la Tunisie, ne dépasse pas les 50 milliards de dollars. On a comme les chiffres officiels. Le PIB, la richesse annuellement créée par la Tunisie est de 46 milliards de dollars. Alors que ses dettes sont pratiquement en ce moment presque 45 milliards de dollars. En 2023, il risque de dépasser les 50 milliards de dollars entre 2023 et 2024. C'est un pays de 12 millions, presque 13 millions d'habitants. Trop de chômage, beaucoup de migration clandestine, beaucoup de pauvreté, les pénuries des produits alimentaires, les pénuries de carburant. S'il n'y avait pas l'Algérie qui offrait de l'aide à la Tunisie, ça fait longtemps qu'elle est devenue pire que le Liban. C'est-à-dire avec une dévaluation de la monnaie définitive, avec une inflation à 3 chiffres, avec des pénuries de produits de première nécessité, la Tunisie risque de s'effondrer. Elle ne s'effondre pas uniquement grâce au soutien de l'Algérie, qui lui donne pratiquement plus de 60% du gaz qu'elle consomme pour produire 99% de son électricité, qui lui donne 30 à 40%, jusqu'à même 50% de son carburant quand on calcule même les chiffres de la contrebande qui viennent de l'Algérie concernant l'essence et les carburants, qui lui garantit sa sécurité nationale avec les accords militaires signés en 2013-2014 avec l'Algérie et l'État tunisien, qui lui offre un soutien financier chaque année, pratiquement des prêts de 400 à 500 millions de dollars pour permettre à la Tunisie de les utiliser comme des dépôts de garantie pour lever des fonds au niveau du FMI et d'autres bailleurs de fonds internationaux. Sans l'Algérie, la Tunisie serait déjà partie. Parce que les îles tunisiennes, c'est que de 2011 ça a été un pays profondément divisé. Ils n'ont jamais su bâtir un projet politique commun. Il n'y a jamais eu d'unité nationale. En Tunisie, depuis 2011, les islamistes se battent contre les laïcs contre les islamistes, les communistes contre les socialistes contre les libéraux qui avaient une division politique impressionnante. En Tunisie, quand j'ai été en Tunisie à maintes reprises, mes amis tunisiens m'essayaient de me faire croire que la diversité, la pluralité des partis politiques et des opinions était une source de richesse. Mes amis tunisiens ne foutaient pas de ma gueule. Ça, c'est pas une pluralité. La pluralité, quand il y a un débat respectueux, mutuel, quand il y a un parlement équilibré, quand il y a des médias issus de toutes les tendances. Mais quand tu vois le débat, les débats politiques en Tunisie étaient très violents. Les islamistes étaient accusés des terroristes, les laïcs étaient accusés d'être des athées et des agents de l'Occident, les communistes étaient accusés d'être des staliniens, les libéraux étaient accusés d'être des serviteurs de l'impérialisme américain. Ouais, de la violence, le débat politique en Tunisie, il n'y a jamais eu de sérénité. Où dès le départ, la Tunisie n'a jamais pu reconstruire un modèle économique. Dès le départ, ils se sont occupés trop de la politique, ils ont oublié l'économie, ils ont commencé dès le départ, ils avaient dépendu et ils dépendaient de l'aide étrangère, de l'aide de la France, de l'Union européenne, ensuite des pays du Golfe, ensuite des États-Unis. Et du coup, il n'y a jamais eu de modèle économique. Le tourisme n'a jamais été reconstruit. L'industrie tunisienne qui était prometteuse n'a jamais été reconstruite. Troisième erreur fondamentale, les islamistes tunisiens, la chasse aux sorcières. Tous les cadres qui étaient les canofles du régime de Ben Ali ont été écartés, chassés, expulsés, certains même poursuivis en justice et emprisonnés. Il y avait une lutte acharnée, une chasse aux sorcières. La Tunisie, l'Algérie, en 2019, tous les cadres, tous les ministres, les canofles de Bouteflika, on les a chassés. Je fais un exemple, aujourd'hui le pays est aussi plus mal gouverné, parce qu'à l'époque de Bouteflika, il y avait des éminences, il y avait des gens sérieux, il y avait des conseillers intéressants, il y avait des PDG très brillants qu'on aurait pu les utiliser, les conserver, les récupérer pour bâtir la nouvelle Algérie. On n'a pas fait ça. Regardez le pays aujourd'hui, si le pétrole et le gaz n'avaient pas augmenté, si les prix du pétrole et du gaz n'avaient pas augmenté, juste après la crise de la Covid-19 de 2020, on aurait sombré dans une crise économique et sociale 3 fois supérieure à ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. La Tunisie a fait la même chose. En 2011, ils ont fait une chasse aux sorcières. Toute personne qui était près qui a collaboré de près ou de loin avec le clan Ben Ali a été chassé et expulsé. Du coup, les grandes entreprises étatiques tunisiennes qui avaient de grandes compétences qui les géraient, parce que le système Ben Ali est une dictature, oui, c'est vrai, irrespecté par les droits de l'homme, c'est vrai, c'est un régime autoritaire, c'est vrai, mais il avait beaucoup de cadres très compétents, des technocrates compétents qui maîtrisaient leur domaine, que ce soit la compagnie aérienne tunisienne, que ce soit le secteur de transport, le secteur de l'énergie, le secteur bancaire, le secteur touristique. La Tunisie avait formé, même quand elle était sous dictature, des technocrates de qualité. Les technocrates de qualité ont été chassés. Certains ont été contraints à l'exil, d'autres ont été marginalisés, méprisés, d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été même
méprisé. Quand l'État tunisien il s'est vidé de sa substance, il s'est vidé de ses compétences. Du coup, l'État tunisien s'est effondré avec les divisions, les divergences politiques qui ont miné la scène politique tunisienne depuis 2011 et la dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère a fait en sorte que la Tunisie est devenue totalement impuissante. Elle n'arrive plus à produire aucune richesse, aucune valeur ajoutée. Et elle n'arrive même pas à former des gouvernements en réunissant des personnalités nationales intègres et compétentes, puisque hélas, les compétences ont été trop marginalisées, trop humiliées et trop mises à l'écart. Au prend les divisions politiques, au prend ensuite, quand un pays est faible, il est endetté, il y a l'ingérence étrangère, la Turquie s'ingère, le Qatar s'ingère, les Émirats s'ingèrent, l'Arabie Saoudite s'ingère, l'Algérie s'ingère, et la Tunisie a perdu toute souveraineté. Et un pays qui perd toute souveraineté, parce qu'il est endetté, parce qu'il dépend de l'étranger pour se nourrir ou pour satisfaire ses besoins principaux, parce qu'il a des élites politiques qui pactisent avec les puissances étrangères pour pouvoir garder le pouvoir en Tunisie, et ben c'est un pays qui perd toute sa capacité de se protéger, de se projeter dans l'avenir et de conserver sa dignité nationale. Voilà pourquoi la Tunisie aujourd'hui est en train de devenir un État raciste, fasciste, un État dictatorial, en plus un État qui produit de la pauvreté de masse. Les Tunisiens sont en train de s'appauvrir alors que les Tunisiens du Ben Ali étaient parmi les pays les plus prospères au niveau des PIB, de la richesse par habitant. Donc voilà ce qu'on doit apprendre de l'exemple tunisien. Il faut vraiment qu'on regarde de près ce qui se passe en Tunisie. Le Liban peut-être est en faillite parce que trop de confessionnalisme, un pays divisé, encerclé par Israël, l'Iran, Israël, l'Occident, les pays du Golfe ont transformé le Liban en un échiquier géopolitique. Ça pouvait se comprendre. Mais la Tunisie, pas du tout. Elle avait tout pour réussir sa démocratisation et sa stabilité politique et économique. Mais tout a échoué en raison des causes que nous avons citées tout à l'heure. Rabbi Jibel Khair, que les Algériens et les Algériens apprennent les leçons de l'échec tunisien pour ne pas les reproduire dans notre chère Algérie. Et que Dieu aide les Tunisiennes et les Tunisiens et que Dieu protège l'Algérie aussi.